Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette toute première émission de l'émission Lecture et compagnie. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Mario Dufresne, bonjour, bonjour, qui va nous parler d'un style littéraire, je vais dire, qui me surprend, la BD. Oui. Et tu m'expliques des choses depuis tout à l'heure, là, je suis assez fascinée, là, même si je me pose encore une question à savoir comment est-ce qu'on lit la BD. Alors, oui. ça c'est ça. Moi, j'étais habituée à lire des briques, comme j'appelais, et de me faire mes images dans ma tête. Alors qu'avec la BD, dans le fond, cette imagination-là n'est pas nécessaire. Elle nous est fournie. Le dessin nous est fourni. Écoute, tu sais, cinéma, oui. La même chose. Oui, c'est ce que le tu cinéma, me disais. t'as l'image et t'as le dialogue. La BD, c'est comme ça. La BD, faut, pour moi, personnel, je ne veux pas l'exclusivité de comment lire une BD, mais je te dirais qu'il faut le prendre comme un film. Vraiment, c'est des cases. Puis si tu regardes, pour ceux qui ont déjà travaillé en cinéma, si tu regardes ce qu'on appelle, le storyboard d'un film, ce sont de petites cases qui se suivent pour indiquer quel va être le déroulement de chaque séquence. La BD, c'est la même chose. Tu as des plans séquences, tu as des plans courts, tu as du coupé, tu as le fondu aussi, parce que, on enchaîne avec d'autres choses. Oui. Fait qu'on pourrait comme pensons au cinéma. Puis, mais d'où t'es venue cette passion pour la BD? Oh, écoute, parce que je me souviens, là, moi, je me souviens de t'avoir vu travailler sur un projet de BD. Oui. À l'époque où tu travaillais comme agent de développement chez Se Parler d'Homme à Homme. Et on dirait que ça a comme explosé là, à ce moment-là, là, ton plaisir de lire de la BD. Tu t'en parles de plus en plus. Ben écoute, on m'en a parlé de plus en plus, je te dirais plutôt. Parce que, de toute façon, tu sais, j'ai cette tendance à parler beaucoup, fait que quand je peux me retenir, je me tais à l'occasion. Fait que c'est ça. Sauf qu'avec, avec notre projet chez Domaham, que je suis encore là d'ailleurs, les gens m'ont abordé un petit peu plus par rapport à la BD, mais tu sais, ça remonte à l'enfance, là. Sauf que ça n'a jamais quitté. Tu sais, je veux dire, il y a des auteurs nouveaux qui se sont ajoutés, de la BD peut-être plus sérieuse, je te dirais, on va en parler un peu plus tard, je crois. Mais, je veux dire, tu sais, moi, j'ai encore Gaston Lagaffe d'Annequart, puis j'ai encore Achille Talon, puis Astérix, puis Tintin. Moi, j'ai ma petite statue de Milou chez nous. Tu me disais ton enfance avec Marvel. Marvel, tu sais, on a été bercé par Marvel. Puis si on parlait de cinéma tantôt, tu sais, versus BD, ben tu vois, toutes les Marvel sont rendus au cinéma maintenant. Oui. Fait qu'on les découvre pour plusieurs, pour les plus jeunes. Souvent, ils vont les découvrir non pas par la BD, ils les découvrent par le cinéma. Et avant, c'était l'inverse. En fait, en temps normal, nous, on prend 2 livres et on les explore. Mais, c'est ça. Je veux dire, toi, tu as plutôt choisi de nous présenter 2 auteurs. 2 auteurs, oui. Parce que, parce qu'il y en a un, celui Guy Delisle, je pense qu'on va en parler plus tard, ce que tu me disais avant l'entrevue. On va terminer avec Guy Delisle. C'est qu'il y a différents styles. Donc, je trouvais que c'était important. Puis en plus, c'est un gars qui vient de chez nous. Bon. Mais j'ai emmené, c'est Lewis Trondheim et Hubert Chéviard. Oui, je vais le montrer à l'écran, mais c'est une BD particulière. C'est très particulier. Le titre, c'est « Je vais rester ». Écoute, celui-là, je l'ai découvert à la bibliothèque. Il faisait partie des nouveautés. Mais il est aussi disponible en librairie chez nous. Tous les livres aussi, entre parenthèses, dont je vais parler, on peut les retrouver à la bibliothèque. Et on peut aussi les acheter chez notre librairie indépendante, l'Écuyer. On est tellement chanceux d'avoir une belle bibliothèque. Absolument. C'est un trésor d'avoir une bibliothèque, une librairie indépendante. Donc, ils sont disponibles aux 2 places. OK. Et là, je te disais, j'ai dit, c'est donc bien spécial parce que je feuilletais le bouquin là, avant qu'on commence l'entrevue, puis j'ai dit, il y a des pages entières où il n'y a même pas de texte, Mario. Non, on la suit. On va continuer, on va leur montrer aussi à l'écran. Je sais bien qu'on fait travailler notre ami Luc ce matin.
Mais je vais le montrer quand même à l'écran. On va prendre quelques instants pour ça. Parce Mais qu'on suit l'héroïne. Oui, puis là, mes livres, tous... Hey, tu m'en as fourni des BD. On suit l'héroïne. Oui, oui, c'est ça. Ce qui arrive, l'histoire, au départ, peut sembler banale. C'est un jeune couple qui sont en vacances sur le bord de la mer et le mari a cette habitude de tout régler, de tout contrôler. Donc, ils arrivent, les chambres sont réservées. Ah bon? Mais pas juste les chambres. Les restaurants, le restaurant, c'est réservé et c'est payé d'avance. Et tout ça, tout est organisé. Leurs vacances sont, je te dirais, comme un agenda. À 8 heures, on va à telle place, 8h30, on est à telle place, tout ça. Et ils arrivent là et il n'y a pas de place à l'imprévu. Ah bon? Il y a juste un petit hic. Ah? Il avait prévu qu'il y aurait un trafic plus important. Donc, ils sont arrivés une demi-heure plus tôt. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas prendre possession de la chambre. Donc, ils se stationnent tout près de l'hôtel et décident d'aller faire une petite balade à pied sur le bord de la mer en attendant que la chambre soit prête. L'hiver. Et là, qu'est-ce qui arrive? Un autre imprévu. Il y a comme une mini-tornade au même moment où eux sont en balade et il y a un toit de tôle qui est arraché et stax, vient couper la tête du mari. Ah bon? Paf! Décès, Ben oui. évidemment. C'est un Donc petit là, imprévu, ça, hein? Ça non plus n'était pas prévu. Et le titre, et c'est là que le titre est vraiment dit tout, je vais rester. Elle décide de suivre l'horaire fixé par son mari. Donc, ce qui fait que elle ne va pas reconnaître le corps. Ah bon? C'est son frère qui descend de Paris pour venir faire la reconnaissance du corps. Ce n'est pas fixé. Elle ne va pas à l'enterrement non plus. Ben non, c'était pas prévu. C'est pas prévu. Et elle continue à faire tout ce qui était dans son horaire. Je vais rester. Et à un moment donné, lors d'une balade à la plage, elle a fait la connaissance de Paco. Paco, qui est un personnage vraiment, au départ, je dirais, un peu inquiétant. Parce que Paco a, entre autres, une lubie, c'est de collectionner les articles qui se réfèrent à des morts bizarres. Et se faire couper la tête par un toit de tôle, C'est effectivement ça fait partie des une morts mort bizarres. Il ne sait pas, ou du moins, on présume qu'il ne sait pas que c'est elle, et elle ne sait pas non plus qui est Paco, et là se crée une forme d'intrigue, à savoir, est-ce qu'elle est en danger? Est-ce que toute sa vie va basculer par la rencontre de Paco? Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à faire son horaire? Qu'est-ce qui t'arrive quand ta vie est bousculée, mais qu'en même temps, tu avais l'habitude que tout était prévu et prévu par d'autres? J'en dirai pas plus parce que je pense que c'est important de le lire. Oui? OK. Et ces deux auteurs-là, Oui. Lewis Est-ce que tu peux m'en parler? Trondheim, Les dessins sont magnifiques. Hubert Chevillard, c'est ça. Trondheim, Trondheim, est connu et reconnu comme scénariste. Moi, je t'avoue, je ne le connaissais pas du tout. Et Chevillard non plus. Bon, je les ai découverts avec ça. Avec cette BD. Et là, ils sont publiés, ils ont été publiés chez Glénat et tout ça, donc les grosses maisons. Et je te jure que maintenant, j'ai le goût d'aller voir ce qu'ils ont fait. Je ne pourrais pas t'en parler là, parce que je ne le sais pas. Mais je pense que ce sont deux auteurs à découvrir si on ne les connaît pas. C'est Trondheim et Chevillard. Et c'est une nouveauté à la bibliothèque municipale de Oui, Thetford, tout ça. à fait. Et vous allez pouvoir aller le chercher, parce que là, je vais le Là, remettre tu vas la remettre. tout de suite après l'émission. Donc, je vais rester. Donc, Oui. tu me rappelles les auteurs? Les auteurs, Lewis Trondheim OK. et Hubert Chevillard. Et c'est publié chez Rue de Sèvres. Rue de Sèvres, oui. Oui, et c'est tout Maison ça sent Poly. encore le neuf, là. Oui. Hein? Puis Ça sent l'encre aussi, encore.
peut-être un dernier petit mot là-dessus. Oui. Tu parlais des dessins les plages d'un dessin sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Oh oui, c'est c'est détaillé des petits incroyablement. tableaux. Chaque fois, c'est comme un petit tableau. On pourrait isoler certaines cases. Tout à fait. Hein? C'est vraiment une œuvre d'art. Oui, oui, oui. C'est vraiment, vraiment beau. Et c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est pas une BD pour enfants. OK. Ça, je vais autant le dire tout de suite. On peut parler ado et plus. Alors, tu nous l'as bien résumé en disant, Fabien, tout à l'heure, là, je vais juste lire ce qu'il y a à l'endos. Fabienne et Roland débarquent à Palavas pour passer la semaine. Roland a tout payé, tout organisé et scrupuleusement consigné chaque étape du séjour dans un carnet. Ils s'apprêtent à déposer leurs bagages à l'appartement. Soudain, elle se retrouve seule, stupeur, déni. Contre toute attente, elle décide de rester. Oui, je vais rester. Bien, merci pour ce premier auteur, Mario. Quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes. Je vais rester. Alors, Mario, en deuxième partie d'émission, on parle de Guy Delisle. Oui. Et là, on a essayé de se garder un peu plus de temps parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Là, ici, entre les mains, j'ai le guide du mauvais père qui me paraît hilarant. Là. Je fais juste lire trois affaires. C'est une BD en noir et blanc. Oui. Mais très détaillé, hein? Le dessin est très détaillé. Et épuré aussi, bien sûr. Et on s'entend que c'est vraiment un petit peu l'histoire d'un papa qui est papa à la maison avec son ou ses enfants. Et il y a plusieurs tomes. Là. Tu m'as amené le tome 2 et le tome 3. Oui, c'est ça. Le guide du mauvais père est en 3 tomes. Le 1, c'est pas je l'ai prêté. Mais ce qui arrive, Guy Delisle, en fait, n'est pas véritablement un père à la maison. Guy Delisle, c'est un dessinateur professionnel reconnu à travers le monde et tout ça. Sauf que de par sa fonction, il est à la maison pour son travail. Et alors que sa conjointe, elle, est chez Médecins sans frontières. Donc, évidemment, qu'elle est moins souvent à la maison. C'est ce qui fait qu'il y a eu à faire un peu un rôle de père au foyer, mais avec toute l'imagination qu'on lui connaît. Oui, et je vais prendre le temps de montrer. Oui. Écoute, derrière le tome 3, il n'y a pas de résumé à l'arrière, hein, mais il y a une simple image. Et je pense que ça vaut tous les résumés du monde. Voyez-vous, le papa qui boit à même la pinte et les enfants qui le regardent. Oups! Hein? Ça vaut tous les résumés, ça. La bouffe est omniprésente dans chacune des histoires, tu sais. Bon. D'abord, juste situé Delisle. Oui. Guy Delisle, c'est un Québécois. Oui. Mais qui vit en France, qui vit à Montpellier, mais qui a gardé sa citoyenneté canadienne, mais il est en Europe, il est considéré comme un dessinateur européen, origine du Québec. D'ailleurs, il est de la ville de Québec. C'est pour ça que je sais que tu connais le Salon du livre de Québec, où il y a un bel espace pour la BD. Oui. Guy Delisle est toujours en grande vedette, et avec raison. Bon, c'est sa ville natale. Et c'est aussi, Guy Delisle, c'est entre autres... un des récipiendaires, c'était en 2012, qui a gagné le Fauve d'Or. Oui, ça, tu me disais que c'était Et ça, le Fauve d'Or, écoute, c'est l'équivalent des Oscars. Ce que sont les Oscars au cinéma, le Fauve d'Or, c'est ça, c'est au Festival international d'Angoulême, et c'est des dessinateurs qui viennent de partout dans le monde, de l'Asie, des États-Unis, de l'Amérique latine, de l'Europe, bien sûr. Bien oui. Et en 2012, c'est lui qui gagne, avec ses chroniques de Jérusalem, qui gagne le Fauve d'Or. Parlons-en des chroniques de Jérusalem, parce que là, tu m'as amené Sans fuir, le récit d'un otage, mais qui est une grosse BD, je vais dire. 428 pages. Écoute, c'est exactement ça. J'ai dit, voyons donc. J'ai dit, ça a 1,5 pouce d'épaisse, ce livre-là, puis c'est une BD. Moi, dans ma tête, des BD, c'était, du temps, les albums Tintin, Astérix, exactement. Mais c'est un auteur qui est quand même prolifique aussi. Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, on parle plus de roman graphique à ce niveau-là.
c'est une nouvelle forme de BD et lui a excellé. Mais comme je disais, tu sais, il est très polyvalent. Autant le guide du mauvais père C'est de est l'humour, drôle. là. Tu sais, ce sont de courtes scènes où tu ris tout le temps. Des fois, tu ris jaune un peu parce que Parce que il est baveux avec ses enfants, ça a pas tabarnouche de bon sens. Il les embarque dans n'importe quoi. Mais bon, Oui. tu vois qu'il les aime et tu vois que c'est un bon père. Dans, par exemple, S'enfuir, ou si on parle des Chroniques de Jérusalem ou de Pyeongchang, les Chroniques Berman aussi, Birman, c'est-à-dire, c'est que Delisle, comme je te disais, sa conjointe est un Médecins sans frontières. Oui. Donc, les voyages humanitaires de Médecins sans frontières, il l'a accompagné, il l'a toujours accompagné. Comme lui, il est célèbre, en même temps, en sachant que là, il serait dans tel pays, il est invité dans les universités, il est invité dans les écoles de BD, et il est aussi animateur de dessins animés et tout ça. Donc, avec les jeunes auteurs de différents endroits, il donne des séminaires, il fait des conférences, il y a des expositions organisées. Donc, son temps, à lui aussi, est meublé en tant qu'artiste. Mais ça, S'enfuir, disons que c'est un peu différent. Oui, puis c'est je vais pas le prendre ici, là, puis je vais lire tout à l'heure. Oui. On le feuilletait, là. Oh. Puisque c'est très puissant, les mots qu'il utilise, Ouais. là. Être otage, c'est pire qu'être en prison. En prison, tu sais pourquoi tu es là et à quelle date tu vas sortir. C'est Quand ça. tu es otage, tu n'as même pas ce genre de repère. Tu n'as rien. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Christophe André qui est responsable de Médecins sans frontières. Et c'est arrivé dans le Caucase. C'est qu'à un moment donné, en pleine nuit, les ravisseurs sont rentrés dans un bureau de Médecins sans frontières où il était. Oui. Et Tiens, je vais le montrer à l'écran. cagoulé, et il l'enlève. Là, il ne sait pas où il va. Tu vas voir qu'à un moment donné, il est transporté ailleurs et tout ça, mais sans jamais... vraiment, il ne sait plus du tout. Il n'y a plus aucun repère. Il y a juste ces geôliers qui viennent le nourrir à l'occasion. Et il avait raconté cette histoire-là au journal Libération quand il a été relâché. Je ne dirais pas comment parce qu'on va le trouver là-dedans. Aussi, disons que quand son calvaire s'est terminé, après 111 jours de captivité, à ne rien savoir, C'est et plus là, que 3 il mois, raconte... ça. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est encore médecin, il est encore dans la médecine humanitaire et tout ça. Il a continué tout le temps. Oui, c'est Ça ce l'a qu'on pas dit empêché. à la fin, là. Regarde, tu me disais Oui. là, de lire ce petit extrait-là. Ah, ben oui. Christophe André était en mission avec Médecins sans frontières lorsqu'il a été enlevé à Nazran le 2 juillet 1997. Ouais. Malgré cette expérience éprouvante, il n'a pas remis en question son engagement dans l'humanitaire. Après 6 mois de repos bien mérités, il est reparti en mission pour Médecins sans frontières avec lesquels il a travaillé encore pendant 18 ans. Mhm. Tout à fait. C'est ça. Ça, c'est un bonhomme extraordinaire. Et c'est ce que Guy Delisle a ressenti. Parce que, bon, il avait lu l'article de Libération, mais aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un souper d'organiser avec des humanitaires de Médecins sans frontières. Et lui était là, et sa conjointe à Guy aussi, donc Guy qui l'accompagnait. Et là, c'est lui, il posait plein de questions pour savoir qu'est-ce qui s'était passé dans sa tête, comment il avait vécu ça et tout. Il a gardé ça 15 ans de temps à dire non, j'y arriverai pas, non, je ne serai pas capable de le faire, non, c'est trop complexe. Mais en même temps, cette volonté de lancer au grand public ce qui était arrivé à Christophe André. Parce que c'est très sombre, Et 2 comme ans, dessin, oui, ah oui, là, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment... les couleurs vont décrire aussi comment ça se passe L'état d'esprit, dans la tête, l'état d'esprit, tout oui, à fait. dans la tête. Exact, C'est ce que tu me c'est toujours disais. dans la tête. Ça y a pris 2 ans pour faire ce volume-là. Et de la première page jusqu'à la dernière, ou presque, parce qu'à un moment donné, bon, il est libéré, donc là, il y a un peu de scène extérieure. Sinon, tout se passe dans la tête. Au départ, Oui. ça peut sembler un petit peu agaçant. Parce Ah que oui? une page, il se passe rien.
la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va changer de posture parce qu'il a mal dans le dos, parce qu'il est dans un espace très clos, et tu le vois se tourner. C'est à peu près tout ce qui se passe. Bien, on en a un exemple ici, là. C'est une... là, qui va me trouver fatigante, mais regardez une page, là, comme ça, ici, là, où on ne voit que des portes. C'est ça. Et c'est ce qu'il voyait. Il était là, et là, si on fait ce petit effort de poursuivre, vraiment, nous aussi, on se ramasse dans la tête de cette personne-là, de l'otage. C'est ce qu'il voit, c'est ce qui lui arrive. À l'occasion, on le nourrit. À l'occasion, il entend des bruits, des fois des bruits de fusillade. Il se demande si c'est pas pour lui, si là, il va finir. T'sais, et tu as toujours l'inquiétude et il perd, évidemment, des notions de temps. Il n'y a pas de repères et tout ça. Oui, donc ça. Là, comme c'est un féru et passionné d'histoire, pour se rattacher au monde, il se remémore la vie de Napoléon, étape par étape. C'est vraiment, c'est quasiment un spécialiste de Napoléon. Donc là, il se fait ses propres chroniques napoléoniennes dans sa tête pour pouvoir passer le temps. C'est particulier comme volume, parce qu'on s'attend à avoir souvent des faits vécus comme ça sont reportés sous forme de romans, de récits. C'est ça. Mais là, on a utilisé un style littéraire complètement différent. Tout à fait. Et j'aime que tu utilises le mot style littéraire pour la BD, parce que c'est ce que je crois aussi. On a tendance souvent à relayer la BD à quelque chose d'accessoire. Un peu plus. Puis même d'accessoire, de futile, et de se dire « Oh oui, ben là, ben oui, mais c'est de la BD, quand même. » mais là, c'est parce qu'on a quelque chose de fouillé, de dense. Et tu le dis exactement, un roman, c'est un roman. C'est un roman, récit. c'est carrément... C'est lourd. Oui, c'est un récit, effectivement. C'est quelque chose qu'on ne lit pas comme ça. Tu sais, je veux dire, il y a des périodes, là, tu sais, je veux dire, je suis fascinée, là. Tu m'en parles et je ne peux pas m'empêcher de le feuilleter parce que on entre dans l'intérieur de quelqu'un, dans une expérience d'une extrême dureté, là. 111 jours en plus, là. Oui. Tu sais, c'est pas un mois, rien, là. Tu sais, je veux dire, 111 jours à vivre ça, tu dis, c'est vraiment l'enfer. Et ça a été l'enfer, carrément. Et c'est ce qui nous est raconté, c'est l'enfer des otages. Je pense que... Et on peut faire un parallèle avec un cas dont on entend parler beaucoup ces temps-ci, Raif Badawi, puis on pourrait faire un lien... Bien, voilà, un lien avec les différents otages, ça nous... Et ça, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Karine, c'est que c'est ce genre de livre-là qui peut, des fois, nous ouvrir l'esprit et se dire, il faut que ça cesse, il ne faut plus que ça se passe. Et ça, c'est de la BD. Donc, on est loin, loin, loin de la futilité. Et si on pense encore toujours à Delille, bon, tu sais, Chronique de Jérusalem. Oui, c'est ça, rapidement. Il nous reste à peine 1 minute et demie. Chronique de Jérusalem, moi, je te dirais, là, c'est différent, c'est pas dans la tête, c'est vraiment à Jérusalem. Oui, bien, c'est au jour, c'est Jérusalem au quotidien. Autant sur le côté juif que sur le côté palestinien. Et lui, il fait la navette entre les deux. Et c'est contemporain? Oui. Il était là avec sa femme il n'y a pas si longtemps aussi. Donc là, tu as le fameux mur aussi. Tu as tout ce que doivent vivre les Palestiniens pour pouvoir aller travailler, tu sais, faire 11 kilomètres. Des gens qui avaient une rue à traverser, maintenant qui ont 11 kilomètres à faire parce que le mur vient de les couper. Tu sais, le mur, ça nous dit quelque chose. On pense à Trump et tout ça. Et là, on voit ce que peut faire aussi les ravages d'un mur à quelque part. Et ça aussi, c'est la BD. Et à un moment donné, il est en Corée du Nord. À Chronique de Jérusalem. Non, t'as les Chroniques de Jérusalem, c'est dans un même bouquin. Ensuite, t'as Pyeongchang, où il est en Corée du Nord, il est encore avec sa femme. Et là, t'as tout, vraiment, là,
sais, bon, la Corée fermée et tout ça, t'as lui qui est amateur de vin, de bouffe, et c'est à la fois drôle, mais à la fois aussi, des fois, inquiétant. Mais tu t'aperçois d'une chose, c'est que les Coréens, ce sont des humains exactement comme nous, avec les mêmes joies, les mêmes peines et ce même désir de communiquer, de partager. Et tout ça, il nous le fait vivre, tu sais. Écoute, Mario, on a déjà terminé. Oui. La prochaine fois, on parle de Charlie Hebdo. Oui. Et ça sera dans le courant de la saison. Mais je te remercie beaucoup de nous avoir fait découvrir ce beau style littéraire. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, mesdames et messieurs, on se revoit la semaine prochaine.